Bon, bah, écoutez, il est 11h02. Je vous propose que l'on démarre. On va déjà tester si tout marche bien. Euh, le montage fonctionne, donc tout va bien. Nous sommes décidément à la pointe de la technologie. Donc, bienvenue sur ce 5e webinaire que nous organisons. Aujourd'hui, on va vous parler de la loi climat et résilience et loi l'homme à destination des entreprises. Notre dernier webinaire était plutôt axé sur les collectivités, avec aujourd'hui je dirais, un plus que l'on vient d'ajouter sur tout ce qui concerne la fiscalité dans les renouvellements des flottes en véhicules hybrides électriques. Donc voilà pour l'organisation. Pour revenir sur une petite présentation quand même de qui est Nouvelle Route. Pour ceux qui ne connaissent pas Nouvelle Route, organisme de formation à l'éco-conduite et à la prévention du risque routier, présent sur l'ensemble du territoire français, avec des directions régionales. Vous voyez ici le déploiement de toutes nos directions régionales. Pour continuer, les deux personnes qui vont intervenir aujourd'hui, alors moi-même, je suis le responsable de Nouvelle Route et le créateur de la structure, donc créée en 2007. Et je vais laisser Laurent se présenter. Donc, bonjour, moi je suis Laurent Capillon, je suis le responsable des directions Paris, de France et de tout ce qui est les agences sur PACA. D'accord. Et je tiens à remercier aujourd'hui deux sociétés de LLD qui nous ont aidés dans ce webinaire, qui sont les sociétés Arval et Alphabet. Voilà. OK. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, on va voir effectivement pour quelles raisons on fait ce webinaire. On va faire deux focus sur la loi climat et résilience qui date de 2021 et la loi l'homme qui est un petit peu plus ancienne mais qui a eu des mises à jour en 2021. Là, sur ces deux parties-là, vous verrez qu'on est sur des lois qui font appel à des quotas minimums de véhicules pour être concernés par ces lois. Sachant qu'ensuite, on va parler de fiscalité de renouvellement des flottes hybrides et électriques, où là, il n'est plus du tout question de quotas, c'est-à-dire que ça concerne toutes les entreprises à partir d'un véhicule. Bien évidemment, comment répondre à ces obligations de formation et de renouvellement. Et en fin de webinaire, si vous le souhaitez, en fonction des informations que vous pourrez nous donner dans le chat, une simulation de calcul des économies que vous pourriez faire en formant vos équipes à l'éco-conduite. Alors, pourquoi on fait ce webinaire? Effectivement, elles viennent en lien avec les deux lois dont on parlait, la loi climat et résilience qui oblige à des formations à l'éco-conduite les conducteurs de certaines entreprises et à une optimisation de la conduite des véhicules hybrides. C'est-à-dire que quand on remet un véhicule hybride à un salarié, il y a une obligation de le former pour optimiser l'utilisation du mode électrique. Et la partie loi l'homme, qui date déjà de quelques années, qui donne des quotas de renouvellement en véhicules propres dans les entreprises, donc véhicules propres, électriques et hybrides. Info technique, la loi climat et résilience, qui est peu connue, a été promulguée durant l'été. On en a beaucoup parlé, on l'a appelée la loi Macron sur l'environnement. Voilà. Le décret est paru fin août. La loi l'homme, qui a eu des modifications fortes durant l'été 2021, avec des nouveaux plannings d'obligation de renouvellement dans les entreprises. Laurent nous détaillera ça de manière plus précise. Une information importante quand même à donner, c'est que dans ces lois-là, on parle de véhicules à faible émission de CO2. Faible émission de CO2, aujourd'hui, il faut partir sur 50 grammes de CO2 par kilomètre pour être sûr de rentrer dans les clous de l'évolution qui va avoir lieu, je ne me souviens plus à quelle date, en passant de 60 grammes de CO2 à 50 grammes de CO2.
Ensuite, je vais laisser parler Laurent sur ce merveilleux schéma du puits à la roue. C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention quand vous allez commander vos véhicules. Il va falloir faire attention à vos niveaux de CO2 qui vont vous permettre ou pas d'obtenir et des aides fiscales et d'être dans les règles et dans les bornes de la loi climat et résilience. On voit aujourd'hui que tout ce qui est les moteurs à combustion interne et à énergie fossile sont des véhicules qui sont à des rejets de CO2 supérieurs à 80, entre 80 et 90 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui va devenir de plus en plus pénalisant car vous allez être soumis à un certain malus et vous ne pourrez pas avoir le droit à certains bonus. Où il faut faire très très attention, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous mettez des véhicules hybrides que vous allez pouvoir rentrer dans les nouvelles réglementations de changement de véhicules au niveau des entreprises qui sont écrites dans la loi climat et dans la loi l'homme. Grosso modo, en fonction des années qui vont venir très prochainement, on le verra sur un autre schéma, vous allez devoir changer un certain pourcentage de votre parc en véhicules propres. On voit ici que tout ce qui est les véhicules hybrides, eh ben, en vérité, ne sont pas considérés comme véhicules propres. Un véhicule propre, c'est quoi? C'est un véhicule qui est à moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre et demain qui sera à moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Donc aujourd'hui, dans ces véhicules à moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, on va trouver tout ce qui est les, pas tous, certains hybrides rechargeables, tous les véhicules électriques. D'accord. Ensuite, vous avez en bas du schéma, vous avez des petites lignes rouges qui sont simplement une explication, d'accord, sur le fait que des fois, on roule en véhicule électrique n'émettant 0 g de CO2 lors des déplacements lorsque l'on roule, mais que pour fabriquer l'électricité qui va vous servir comme carburant de véhicule, eh ben, en fonction des zones géographiques où vous êtes et des pays dans lesquels vous êtes, eh ben, vous allez en vérité émettre à certains endroits. On voit en Allemagne que, eh ben, vous ont remis en fonctionnement les centrales charbon, et donc on voit que pour pour rouler en véhicule électrique, c'est pas comme en France où on a un vrai mix énergétique avec des centrales nucléaires, des éoliennes et des panneaux solaires qui émettent très très peu de CO2. On voit que en Allemagne, en Pologne ou dans d'autres pays, et ben en fin de compte, pour fabriquer l'électricité, ils le fabriquent à base de charbon. Et donc, vous avez un véhicule électrique qui est propre à l'usage, mais pas propre lors de la fabrication de l'énergie qui sert à se mouvoir. OK. Alors, très précisément, qui est concerné par ces deux lois aujourd'hui, sachant qu'effectivement, on va parler de quotas, et comme je le disais en introduction, les quotas ne sont pas valables sur la partie fiscalité, qui, elle, ne tient pas compte de ces notions de quotas. Aujourd'hui, les entreprises qui sont concernées par ces deux lois sont les entreprises qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de 100 véhicules légers. Les entreprises qui relèvent du secteur concurrentiel. Donc, on parle bien de véhicules légers et pas de véhicules lourds. Ce qui est important de regarder, c'est qu'on prend en compte dans ce calcul l'entreprise et ses filiales ou ses établissements situés en France. Donc, on va partir sur une logique de groupe. Aujourd'hui, ce qui n'est pas défini clairement dans la loi et ce qui va certainement l'être au vu, il y aura des jurisprudences, on va imaginer, sur ce cas-là, c'est comment on considère des filiales et des établissements, par exemple, dans des réseaux associatifs qui ont tous le même nom, qui dépendent tous d'une fédération. Je pense à l'ADMR, par exemple, où la question n'est a priori pas tranchée de dire est-ce que chaque agence va être considérée comme
individuel ou est-ce que le calcul va se faire au niveau départemental, régional ou national? Laurent? Alors aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, on va parler un petit peu de fiscalité, des lois climat, des lois l'homme pour obtenir des placements carbonés. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'on évolue actuellement vers un contexte qui est très clairement depuis plusieurs années, d'accord, la décarbonation du transport, euh, avec un horizon qui est l'horizon 2035, qui est la fin des ventes de véhicules à énergie fossile. D'accord. Aujourd'hui, on a plusieurs textes législatifs qui vont nous aider à aller vers ces fameux déplacements décarbonés. En 2022, d'accord, début de l'obligation des verdissements de parcs automobiles. On verra un tout petit peu plus loin. En fonction des années, à combien est-ce que vous allez être obligé de changer en nombre de pourcentage votre parc de véhicules en véhicules propres. En 2023, il y a un autre texte législatif qui va interdire l'accès aux grandes villes, aux ZFE qui existent déjà, des vignettes 5, 4 et 3, et demain 2, et après-demain 1, et pour rouler sur des véhicules vraiment décarbonés. D'accord. En 2025, vous allez avoir la mise en place de ZFE supplémentaires, autres que celles qui existent aujourd'hui, qu'on vient de voir pour 2023, qui vont être toutes les villes où il y a plus de 150 000 habitants. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais grosso modo, il y a une petite carte qui est là, et on voit qu'il y en a quand même un certain nombre. Et là, on rigole plus parce que vous allez plus pouvoir rentrer avec ces véhicules, ces anciens véhicules, et voir même les vignettes 2 dans certains cas. Et en 2030, on va commencer à aller encore plus loin au niveau des textes législatifs, interdiction de la vente des véhicules qui émettent plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre, pour arriver en 2035, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'interdiction totale de fabriquer et de vendre des véhicules émettant ou roulant, pardon, à l'énergie fossile. Voilà. Une petite précision sur les ZFE et les futurs ZFE. On parle de ville, mais on parle d'agglo. Exactement. Quand on connaît l'agglomération près de chez soi, on voit la zone géographique que cela couvre. Et pour ces zones géographiques, d'ici 2025, dans certains cas, vignettes critères 1 seront encore autorisées temporairement. Et ensuite, très très vite, on ne pourra plus rentrer dans ces agglos avec des véhicules hors vignette 0. Exactement. Les principaux enjeux d'aujourd'hui: adopter une mobilité propre. Pour ça, on a deux vecteurs qui sont la loi climat et la loi l'homme, d'accord. Et ce sont deux outils qui vont vous contraindre à aller vers cet objectif de décarboner l'ensemble de vos déplacements, d'accord. Ensuite, vous avez un autre enjeu qui aujourd'hui est l'enjeu principal des sociétés, qui est optimiser vos coûts. Aujourd'hui, vous avez des avantages où vous avez des taxes à payer en fonction des types de véhicules que vous achetez. Et ça va se durcir dans le temps. Et on va vous expliquer, grosso modo, aujourd'hui, les lois fiscales et de finances 2022 autour de vos parcs automobiles. Et vous allez voir que ça a quand même un très, très gros impact, d'accord, sur vos finances par rapport au choix du véhicule que vous allez faire. D'accord. Et ensuite, le véhicule est un moyen de déplacement, certes. C'est un moyen de travail pour certains, certes, mais c'est aussi un axe, et il y a des sociétés qui l'ont très très bien compris, c'est aussi un axe pour motiver leurs collaborateurs, d'accord, et garder leurs collaborateurs. Aujourd'hui,
l'ensemble du parc automobile est un axe, si vous voulez, un carrefour même de plusieurs, comment est-ce qu'on peut dire, de plusieurs directions chez vous qui sont la direction du personnel, la direction des activités et la direction des finances. Olivier? C'est parti. Si ça veut bien. Ça ne veut plus. Ça y est, ça veut. Alors, on est dans quel type d'obligation aujourd'hui par rapport à ces deux lois? Pour rentrer dans le détail des obligations, loi climat et loi l'homme, donc les entreprises de plus de 100 véhicules légers doivent mettre en place des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs pour réduire l'incidence de la conduite sur l'environnement, ce qui s'appelle l'éco-conduite. Premier point. Deuxième point, qui est plutôt de l'utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique. Pourquoi cette obligation sur les hybrides rechargeables? Parce qu'effectivement, depuis quelques années, on se rend compte que les conducteurs de véhicules hybrides rechargeables embarquent avec eux, allez, je vais dire un poids moyen de 500 kg de batterie, et pour 80% d'entre eux, ne les rechargent jamais. Ce qui veut dire que ces gens roulent avec 500 kg en plus dans le coffre, sans utiliser la capacité électrique de leur véhicule. Donc, ils ont des consommations très élevées. D'où la loi qui va obliger, quand une entreprise donne un véhicule hybride rechargeable à un salarié, à le former dans l'utilisation optimale du mode électrique. Et là, Olivier, c'est à partir du premier véhicule. Aussitôt qu'il va mettre un véhicule hybride rechargeable, il va falloir qu'il le forme. D'accord. Donc, effectivement, on est sur ce qu'on disait sur, premièrement, ces notions de formation à l'éco-conduite. Et deuxièmement, ces formations à l'utilisation optimale quand on est sur des véhicules hybrides rechargeables. Attention à bien faire la nuance d'ailleurs, parce que ce n'est pas aussi évident que ça, entre de l'hybride rechargeable et de l'hybride que l'on pourrait qualifier de simple, qui se recharge en roulant. Alors, l'évolution des quotas pour ces entreprises de plus de 100 véhicules, on est sur 10% de renouvellement à partir d'hier, donc du 1er janvier 2022. En 2024, ce chiffre va monter à 20%, en 2027 à 40% et en 2030 à 70%. Ce qui veut dire que globalement, en 2030, 7 véhicules sur 10 devront être considérés, quand ils sont renouvelés, devront être considérés comme des véhicules à faible émission. Vous vous souvenez, moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Là, je passe la parole à M. Capillon. On va essayer de décrypter les nouvelles dispositions fiscales qui sont mises à votre disposition, d'accord, pour pouvoir permettre de rendre votre parc de véhicules plus propre dans les prochaines années. Je veux bien que tu passes, Olivier. Hop là. Voilà. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, en fonction de l'énergie que vous allez mettre dans vos véhicules, d'accord, la fiscalité et les aides sont totalement différentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État compense les aides qu'il donne par les taxes qu'il prend. Okay. Aujourd'hui, vous voyez, il y a différents types de lignes qui peuvent impacter la fiscalité d'une voiture et donc le choix. Il faut, et c'est très important aujourd'hui, ne pas regarder le bas de page du montant des loyers en LLD ou de l'achat du véhicule, car vous avez un très très gros impact aussi sur l'ensemble des revenus et grosso modo de la fiscalité à laquelle va être liée votre société. Vous allez pouvoir déduire un certain nombre de choses, amortir
les véhicules et en fonction de leur énergie, l'amortissement sera totalement différent. Vous voyez, grosso modo, entre un véhicule essence où vous allez avoir énormément de malus, de taxes de CO2, d'avantages en nature que vous allez faire payer à votre employé, par rapport à un véhicule électrique où vous allez avoir énormément de bonus et beaucoup moins d'avantages en nature par rapport au même type de véhicule et au même type d'utilisation. Donc, vous voyez, en fonction du type d'énergie, eh ben, la fiscalité de votre véhicule sur votre bilan sera totalement différente. Je veux bien que tu passes, Olivier. Voilà. Le bonus écologique, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achetait un véhicule propre, le bonus écologique, vous aviez le droit à un bonus écologique qui pouvait aller jusqu'à 6 000 euros, 7 000 euros, même certaines années. Aujourd'hui, le bonus écologique 2022 est le même que 2021. La grille n'a pas changé. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a une reprise post-Covid et en plus, vous avez la crise des semi-conducteurs qui vient se greffer à tout ça. Et donc, on ne peut pas forcément livrer les véhicules en temps et en heure. Ensuite, vous avez la diminution du bonus à partir du juillet 2022 pour les véhicules utilitaires électriques. On va voir un petit peu plus tard comment est-ce qu'il va bouger. Et ensuite, la nouvelle grille à partir du mois de juillet sera grosso modo de 1 000 euros en moins sur tout ce qui est les hybrides rechargeables. Et en plus, elles seront plus éligibles à partir du mois de juillet. Vous ne pourrez plus avoir de bonus. Olivier? Voilà. Le bonus écologique, ce que je disais sur les VUL, grosso modo, pour un véhicule dont le prix est inférieur ou égal à 40 000 euros, eh ben, vous pouviez avoir un bonus de 5 000 euros. Eh ben, après le 1er juillet, il sera plus que de 3 000 euros. Et si votre véhicule il a un prix d'achat supérieur à 45 000 euros, le bonus de 5 000 euros passera à 1 000 euros. Et attention, quand on parle de bonus, c'est le bonus de l'usage, de l'achat du véhicule, plus de l'infrastructure, des aides à installer des infrastructures de recharge. OK? Voilà. Le malus écologique. Le malus écologique, en 2022, eh ben, les seuils se sont abaissés. Grosso modo, on s'aperçoit que tous les ans, on baisse de 5 grammes de CO2 au kilomètre pour atteindre la neutralité du malus écologique. En dessous, en 2022, de 133 grammes, vous gagnez de l'argent. Au-dessus, vous perdez de l'argent. D'accord? Donc, en 2022, on passe de 138 grammes à 133 grammes de CO2. Mais en 2022, le bonus et le malus est lié à d'autres choses. Si vous avez un véhicule qui atteint plus de 224 grammes de CO2 au kilomètre, votre malus maxi passe de 30 000 euros à 40 000 euros. D'accord? À cela vient s'ajouter quelque chose qui est totalement inédit, qui est tout nouveau, qui est un malus au poids. Au-dessus de 1800 kg, en ordre de marche, c'est-à-dire avec, grosso modo, un conducteur dedans, de 60 à 80 kg, d'accord? Vous allez payer 10 euros par kilo supplémentaire, d'accord? La taxe au poids plus le malus plafonné ne peut pas représenter plus de 50% du prix du véhicule et était effectivement plafonné à 40 000 euros. Il peut y avoir des minorations, même pour les véhicules que vous allez donner à vos collaborateurs, pour les véhicules de fonction, d'accord, pour tous ceux qui ont des familles nombreuses, d'accord, plus de 3 enfants, et vous allez pouvoir déduire 20 grammes de CO2 et 200 kilos par enfant que va avoir votre collaborateur. Et ensuite, vous allez avoir des exonérations pour les véhicules à faible émission. OK? Je veux bien que tu passes, Olivier. Voilà. On va faire un petit exemple. Dans une car policy, vous prenez un SUV qui émet 177 grammes de CO2 et qui, en ordre de marche, pèse
un petit peu moins de 2 tonnes. Allez, 1 tonne, voilà. Aujourd'hui, le malus sur une location, sur une LLD de 36 mois, grosso modo, va être de 208 € par mois. Et il est réparti comment? Par le malus classique de 177 € plus le nouveau malus au poids de 31 €. Le véhicule est très, très lourd. D'accord? Je veux bien que tu passes. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous avez des collaborateurs qui ont des familles nombreuses, ils vont avoir des réductions pour ce même véhicule, d'accord? Pour un de vos collaborateurs qui a une famille nombreuse, qui a 3 enfants, le fameux malus passe, eh ben, étant donné qu'on enlève 200 kilos par enfant, le véhicule, il pèse plus, pour calculer le malus, il ne pèse plus 1915 kg. Il va payer que 1300 kg, donc on est en dessous la barre des 1800 kg. Il va plus émettre 177 grammes par kilomètre, étant donné que vous allez avoir une décote de 20 grammes par enfant. Il va plus qu'émettre plus que 117 grammes par kilomètre. Et du coup, eh ben, vous êtes en dessous de tous les seuils. Vous n'allez plus payer de malus pour cette famille. OK? Les taxes sur les émissions de CO2, l'ex-TVS. Avant, elle était calculée au trimestre. Quand vous commandiez vos voitures, la TVS, ben vous la payez au trimestre suivant l'utilisation que vous aviez de votre voiture. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, si vous commandez votre voiture, si vous faites livrer votre voiture le 1er mars, eh ben vous allez payer votre TVS à partir du 1er mars, au prorata temporis et non plus au trimestre. D'accord? Et ça a un effet boule de neige. D'accord? Avant, c'était que sur les taxes des émissions de CO2. Et aujourd'hui, on va rajouter les taxes sur les polluants atmosphériques au niveau des voitures. Je veux bien que tu changes, Olivier. Voilà. Plus d'exonération sur les taxes supérieures à 120 grammes. Ça aussi, c'est nouveau. Avant, vous pouviez avoir des exonérations. Et ensuite, aujourd'hui, avant la TVS, vous aviez 36 mois d'exonération sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Aujourd'hui, si votre véhicule, même hybride rechargeable, s'il émet plus de 60 grammes au kilomètre, vous avez certains très gros SUV qui émettent, même en hybride rechargeable, plus de 60 grammes de CO2. C'est fini. Il n'y a plus d'exonération autour de ça. Donc, vous avez plus de 36 mois de suspension de TVS. OK. La taxe sur les polluants atmosphériques reste inchangée, elle reste identique à 2021, hein, plus de 40 € par an pour les véhicules diesel et assimilés, 20 € par an pour les véhicules essence et assimilés, 0 € pour tout ce qui est les véhicules électriques et hydrogène. Quelques exemples. Quand on regarde l'ensemble de ces taxes, pourquoi est-ce que je vous disais en préambule tout au début que il va falloir regarder et jouer un petit peu lorsque vous allez commander des véhicules, c'est que l'ensemble de ces taxes, en fonction donc de vos rejets polluants, d'accord, va avoir un impact. Le premier impact va être sur votre TVS. Quand on regarde à peu près un véhicule de la même gamme avec différentes motorisations, d'accord, en essence, elle va émettre ici 167 grammes pour un prix de 49 000 € et vous allez payer 2 TVS, donc annuels, grosso modo 1 650 € de TVS. Le même véhicule en diesel, vous allez émettre moins de pollution, 92 grammes de CO2. La TVS va passer à 145 € de TVS annuel. Hybride rechargeable, 40 grammes, vous ne paierez que 20 €. Électrique, pour la même utilisation du véhicule, eh ben vous allez descendre, vous êtes à 0 g de CO2, vous serez à 0 €. Vous ne paierez pas du tout de TVS sur les véhicules électriques, même en 4 places, en 5 places. D'accord. Ensuite, il y a
d'autres aménagements qui ont été faits. L'amortissement non déductible, ou comment réduire l'impôt sur les sociétés. L'avantage, aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous êtes capable de l'amortir. Quand vous êtes à plus de 160 grammes par kilomètre, vous pouvez amortir dans votre bilan comptable jusqu'à 9 900 € de la voiture. D'accord ? Quand vous achetez un véhicule qui émet entre 50 et 160 grammes par kilomètre, vous pouvez amortir votre assiette fiscale jusqu'à 18 300 €. Quand vous avez un véhicule compris entre 20 et 49 grammes, vous pouvez amortir jusqu'à 20 000 €, 20 300 €. Et en dessous de 19 grammes de CO2, vous pouvez amortir jusqu'à 30 000 €. Grosso modo, c'est un petit peu comme votre feuille d'impôt aujourd'hui. Et quand vous voulez déduire vos frais, et ben voilà, vous allez déduire ça, ça va vous permettre de baisser votre bénéfice facialement. Et du coup, et ben, vous allez payer moins d'IS, d'impôt sur les sociétés. OK ? Mais ça, si vous voulez, en plus, ça a un autre avantage en fonction des véhicules que vous allez prendre. Et là, Olivier, passe au-dessus. Voilà. Quand on regarde au niveau de vos amortissements, vous allez avoir des amortissements non déductibles. Vous prenez une voiture hybride rechargeable qui fait à peu près 40 grammes de CO2 au kilomètre, vous allez la payer, dans cet exemple-là, 41 200 €. D'accord ? On a vu tout à l'heure que le plafond d'amortissement pour ce type de véhicule, à 40 grammes de CO2, le plafond d'amortissement est de 20 300 €. Pourtant, vous essayez de faire un effort et malgré tout, eh ben, vous pouvez amortir que 20 300 €. C'est mieux qu'un véhicule essence ou un véhicule diesel, mais il reste quand même un manque à gagner à 20 920 € d'amortissement, ce qu'on appelle les amortissements non déductibles. Je veux bien que tu passes, Olivier. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que vous pouvez, sur les véhicules électriques, déduire le prix de la voiture aussi de votre bilan fiscal au niveau de vos IS. Comment ça se passe ? Eh bien, il suffit simplement que sur la facture ou sur les loyers de LLD, d'accord, vous ayez la part du véhicule et le coût de la batterie. D'accord ? Si c'est détaillé, vous allez pouvoir, en plus de l'amortissement déductible du véhicule, pouvoir amortir le prix total de votre batterie. Je veux bien que tu passes, Olivier. Quand on regarde pour à peu près la même voiture, une voiture à 42 000 € 200, qui fait 0 g par kilomètre, une voiture électrique, vous allez avoir un plafond d'amortissement, comme on disait tout à l'heure, qui est à 30 000 €, plus votre batterie qui est écrit sur votre facture, qui est à 14 500 €. Donc, on voit que le plafond étant à 30 000 et la batterie à 14 000, vous allez pouvoir déduire fiscalement l'ensemble du prix de votre voiture sur les 3 ans d'activité. D'accord ? Donc, du coup, votre voiture, elle est totalement transparente vis-à-vis de votre amortissement fiscal et du coup, vous êtes au maximum des charges que vous pouvez imputer sur ces lignes-là. Je veux bien que tu passes au slide d'après. Voilà. Avec en plus un autre petit bonus qui est que sur la batterie, vous êtes capable de de récupérer la TVA appliquée à la batterie. D'accord ? Donc, sur les 25 000 et quelques euros, vous êtes capable de récupérer la TVA. Petit rappel, sur les véhicules de fonction, vous ne pouvez pas récupérer la TVA jusqu'à présent. Et bien là, si c'est une voiture électrique avec le prix de la batterie, vous allez en plus pouvoir, en plus de toutes les réintégrations déductibles et non déductibles, pouvoir déduire aussi et récupérer la TVA. Donc, vous voyez, tous ces éléments sont à prendre en compte et c'est vraiment, il ne faut plus regarder seulement que le chiffre qui correspond à la location du véhicule, car des fois, il vaut mieux acheter un véhicule un petit peu plus coûteux mensuellement,
d'accord, au regard juste du chiffre de location, mais sur l'ensemble de l'année fiscale qui va vous permettre de défiscaliser énormément et en fin de compte avoir un bonus et un attrait avec ce type de véhicule. Les avantages en nature. Là aussi, vous allez pouvoir permettre à vos collaborateurs de rouler dans des véhicules de gamme supérieure et leur permettre de déduire, d'avoir un avantage en nature inférieur lorsqu'ils ne sont pas aux ICA, aux indemnités kilométriques. D'avoir un avantage en nature inférieur. Je veux bien que tu passes au slide. Pourquoi? Parce que sur les véhicules électriques, vous allez pouvoir déduire 50%, d'accord, de tout ce qui est les réintégrations au niveau de la feuille de paye pour calculer l'avantage en nature. Grosso modo, on a fait un petit schéma, là, un petit exemple pour vous expliquer. Lorsque vous donnez une Renault Clio à l'un de vos collaborateurs, 5 places, d'accord, en fonction de si vous l'avez acheté ou si vous allez faire de la location, grosso modo, la règle de l'avantage en nature est de 9 ou 30% en fonction de ce que vous avez. Et vous allez pouvoir mettre sur la feuille de paye de votre collaborateur en plus et en moins, donc en fonction de l'achat ou de la location, 171 € ou 111 € d'avantage en nature. Alors, ce n'est pas la même voiture, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence. Plutôt que mettre une Clio, vous allez mettre une Tesla Model 3 qui coûte 45 000 €. D'accord ? La règle d'avantage en nature, vous voyez, règle de 9%, elle est à 180 € et la règle des 30% en location, elle est à 133 € par mois. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence pour votre collaborateur sur sa feuille de paye et pourtant, il est dans un véhicule qui est totalement différent. Je veux que tu passes, Olivier. Voilà. Voilà aujourd'hui où on est pour réduire les clés de la transition vers une mobilité durable. D'accord ? On vient de vous présenter grosso modo la fiscalité 2022. Des choses à ne pas oublier en termes de fiscalité liée aux impôts sur les sociétés, à votre bénéfice. D'accord ? Et grosso modo, je veux bien que tu passes. On va vous donner quelques clés pour pouvoir vous permettre de passer à une mobilité beaucoup plus durable. Aujourd'hui, il y a des personnes chez vous qui savent très très bien maîtriser le coût d'utilisation des véhicules, ce qu'on appelle le Total Cost Ownership, le TCO, d'accord, qui est composé de plusieurs éléments qu'on est capable de regrouper dans des familles qui sont loyers, services, énergie, fiscalité, d'accord, qui représentent une certaine part. On a vu à l'instant qu'avec les nouvelles règles et en fonction de la motorisation que vous allez mettre dans les véhicules, vous allez pouvoir jouer sur le loyer, vous allez pouvoir jouer sur l'énergie et sur la fiscalité liée à votre entreprise. Donc, en vérité, vous allez pouvoir le faire baisser, même si, encore une fois, certaines personnes sont tentées de regarder qu'une seule chose, qui est le loyer mensuel. D'accord ? Et du coup, vous allez pouvoir rendre votre société beaucoup plus efficiente et beaucoup plus pérenne vis-à-vis, on va dire, de vos déplacements qui seront moins coûteux. Je veux bien que tu passes. Aujourd'hui, pour changer le parc automobile, il faut prendre plusieurs choses en compte et vraiment analyser plusieurs choses pour être sûr de ne pas se tromper. Le premier, c'est quel type de conducteur vous allez avoir. Est-ce que c'est des conducteurs sédentaires,
itinérants? Est-ce que c'est des voitures de pool, de service, ou si c'est des voitures de fonction, d'accord? L'utilisation du véhicule, est-ce que vous allez charger? Est-ce que vous allez avoir besoin de volume? Est-ce que vous avez besoin que ce soit un véhicule 4x4, d'accord? Les types de véhicules, on a vu tout à l'heure, essence, diesel, 85, hybride rechargeable, électrique, tout ça, eh ben, c'est à regarder. Et ensuite, la localité. Pourquoi la localité? Vous allez pouvoir mettre pour la même activité sur certaines de vos agences un véhicule hybride à, à des commerciaux, on va dire, dans une région ou en Vendée, alors que pour les commerciaux qui font exactement la même activité, eh ben, on va dire dans les Alpes, eh ben, vous n'allez pas pouvoir leur donner ce type de véhicule parce que le réseau de recharge n'est pas le même, parce que la typologie de la route va faire que eh ben, ça va devenir compliqué pour eux. Votre but va quand même être de pouvoir faire changer, décarboner vos transports sans augmenter les contraintes des utilisateurs. Je veux bien que tu passes, Olivier. Ensuite, on va pouvoir accompagner vos conducteurs. D'accord? Il faut que vous lanciez une certaine politique pour qu'ils s'engagent à la bonne utilisation des véhicules, que vous les formiez, comme Olivier au début a parlé, mais je pense qu'il va y revenir, aux nouvelles technologies, suivre l'utilisation. On est capable de vous aider à suivre l'utilisation des véhicules pour savoir si eh ben, vos collaborateurs jouent le jeu ou pas. Et puis, partager l'expérience. Aujourd'hui, nous, quand on vient dans des sociétés et qu'on forme, on aime bien mettre des référents sur les nouvelles technologies. Et c'est ces atouts qui vont faire que vous allez pouvoir maîtriser et avoir une bonne transition énergétique de vos déplacements décarbonés. On est dans une vraie logique d'accompagnement au changement et comme dans tous les domaines, le changement demande à être expliqué et à être suivi et à être partagé. On n'est pas juste, et comme beaucoup d'entreprises font cette erreur-là, je donne un véhicule électrique ou hybride à mon salarié et il se débrouille. En fait, si on veut obtenir des résultats, il faut un vrai accompagnement dans le temps à ces nouveaux usages. Alors, je reprends la main effectivement sur ce type de choses en disant que ça reboucle ce que vient de dire Laurent sur l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes, bien évidemment, et ces contraintes, on va pouvoir s'adapter pour que l'usage, au final, soit bon. Il va falloir s'adapter. S'adapter en termes de réflexion sur quel type de véhicule pour quel type de salarié. Adapter aussi de notre côté plutôt les notions de formation et d'accompagnement pour que ces accompagnements soient acceptés et que ces formations soient réalisables avec le moins de contraintes possible. Alors, plusieurs prestations que l'on peut proposer dans ces domaines-là, des formations à l'éco-conduite. On en parlait ensuite par rapport à la loi climat, donc les résiliences, des formations à l'utilisation optimale des véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Et puis aussi, dans certaines entreprises, quand on est plutôt sur des notions de pool, des formations à la prise en main de ces véhicules. On se rend compte que partie des gens ne sont pas habitués et ont une certaine peur à conduire, ne serait-ce qu'une petite voiture, on va partir sur une Zoé, de prendre une Zoé dans le pool pour aller faire un déplacement de 20 km, on a des appréhensions liées au mais comment ça marche, il n'y a pas de boîte à vitesse, est-ce que je ne vais pas tomber en panne d'électricité? Donc, tous ces éléments-là demandent des accompagnements pour que les gens soient à l'aise avec ces véhicules. Et c'est des choses que l'on peut proposer pour vous. On va pouvoir vous accompagner dans ce changement-là aussi sur la loi l'homme, puisqu'on a la complexité des pourcentages de renouvellement. On a aussi, comme on vient de le voir, la complexité de la fiscalité qui va, au bout du compte,
pouvoir jouer énormément sur le TCO de l'entreprise. Donc, on va pouvoir vous aider à avoir un regard plus juste et des modes de calcul plus justes qui prennent en compte l'ensemble des charges des déplacements. Alors, petit quiz que Laurent aime bien. Juste, on va vous demander de répondre dans le chat à ces questions-là. Et la première question que vous vous posez pour attribuer un véhicule propre à un collaborateur, vous pensez à quoi, en fait, pour vous dire, tiens, je vais donner à Jean-Paul un véhicule propre? Je surveille les réponses dans le chat. On a une réponse qui est sur le secteur, le nombre de kilomètres parcourus par jour. Effectivement, le collaborateur va-t-il rester dans l'entreprise? Voilà, les deux mêmes, effectivement, les différentes possibilités de chargement de bornes à proximité. Ah, je passe de l'autre côté, pardon. Laurent, je te laisse, pardon, je suis allé un petit peu vite. Oui, alors la première des questions à se poser, en vérité, quand vous donnez un véhicule à un collaborateur, alors que ce soit un véhicule de fonction ou un véhicule de service, la première des questions à se poser, c'est où va être le véhicule quand on ne s'en sert pas? D'accord? Et est-ce que je vais pouvoir le recharger? Un véhicule, ça se recharge grosso modo souvent la nuit, là où on ne s'en sert pas. Si vous voulez donner des véhicules à des collaborateurs qui n'ont pas le moyen de recharger ce véhicule chez eux, eh ben, ce n'est pas la peine de leur donner un véhicule hybride rechargeable ou un véhicule électrique. Ils ne pourront pas l'utiliser comme il faut. Vous voyez, ça, c'est la première des questions à se poser. Et après, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres pièges avant de penser à se dire il ne fait pas beaucoup de kilomètres, je vais pouvoir lui donner un véhicule électrique. Cette question-là arrive en 4 ou 5e question. Avant, vous en avez un certain nombre d'autres. Voilà. Un exemple très simple, j'étais à l'automne dernier en intervention dans une commune autour de Toulouse et le responsable de la flotte me questionnait en me disant, voilà, véhicule électrique, bon, on est dans des obligations, c'est bien gentil, mais nous, on a plusieurs problèmes à se poser, on a plusieurs questions à se poser. D'abord, c'est l'autonomie, et ensuite, on ne va pas installer 15 bornes dans le parc pour recharger les véhicules. Et les réponses étaient simples. L'autonomie, on est sur une commune, les véhicules électriques ne sortent pas de la commune, donc on n'a aucun problème d'autonomie par rapport à ça, puisque j'étais sur une commune assez petite, donc on a suffisamment d'autonomie sur des premiers véhicules électriques pour satisfaire les besoins de déplacement dans la commune. Et deuxièmement, les problématiques de recharge. Les véhicules sont garés le soir à une place qui leur est réservée et sont repris le lendemain matin par la personne qui va utiliser le véhicule. Donc, pas besoin de bornes de recharge. On est uniquement sur des prises green-up simples qui permettent de recharger la nuit, toutes les nuits, le véhicule. Donc, le questionnement de ce responsable de flotte avec une certaine appréhension et une certaine une peur du coup de faire installer des bornes pour chaque véhicule a été levé et cette commune va effectivement beaucoup développer sa flotte de véhicules électriques parce qu'on lève deux problèmes principaux, l'autonomie et la recharge. Aujourd'hui, donc tout à l'heure, je vous ai parlé et je vous ai dit que la première des questions à se poser, c'est est-ce que votre collaborateur va pouvoir chez lui recharger la voiture quand on ne s'en sert pas? Un véhicule, ça se recharge la nuit. Je parle bien de chez lui, pas sur des bornes partagées. Hein, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, vous inquiétez pas, aujourd'hui, la fiscalité est là et vous pouvez
installer des bornes ou des prises chez vos collaborateurs, chez eux, et vous pourrez facilement prendre en charge non seulement l'installation et le courant délivré pour utiliser la voiture électrique. Voilà, sans que ce soit à la charge de votre collaborateur. Donc là, juste pour avancer effectivement sur le... Hop, il faut que je change ma souris d'écran pour que ça fonctionne. Voilà. Sur cette loi LOM, on peut vous accompagner effectivement de plusieurs manières. Deux principales qui est du conseil et de l'accompagnement par rapport à ces notions de renouvellement de flotte. Et deuxièmement, en lien avec notre offre de formation avec engagement sur les résultats, une vision plus globale du besoin de l'entreprise, en disant on va travailler plus globalement sur qui, comment, quelle fiscalité, quel type de véhicule, pour effectivement peut-être à des moments, et on reviendra sur la question qui est posée dans le chat sur un cas concret de déplacement en Savoie, de voir effectivement quel est le meilleur choix en fonction des déplacements qui sont faits, de dire peut-être à des moments encore aujourd'hui, cette personne-là, le meilleur choix pour les années à venir, c'est un diesel. C'est aussi possible dans le meilleur choix économique, mais ça se calcule. Et pour terminer, alors on va revenir sur les questions, et juste pour terminer, selon le temps qu'il va nous rester, je vais pouvoir vous proposer un petit simulateur qui est présent sur notre site internet de calcul des économies envisageables, réalisables avec une formation à l'éco-conduite. Je vais laisser Laurent répondre à deux questions qui sont dans le chat. C'était donc Perrine qui nous demandait s'il y avait un plafond de prise en charge de la batterie. Pas du tout. Alors, Perrine, non, pas du tout. Le plafond est sur l'amortissement déductible. Sur l'amortissement non déductible, vous n'avez pas de plafond qui est écrit. Et donc, en plus, vous pouvez déduire, comme je le disais tout à l'heure, vous faire rembourser la TVA des batteries. Donc, vous n'avez aucun souci là-dessus. Ok. Et deuxième question sur un cas concret dans la Savoie, quelqu'un qui fait minimum 100 km par jour, le meilleur choix, diesel pour l'interrogation. Alors, pour faire quoi? Quel type de véhicule? Là, c'est une vraie question. 100 km par jour, je connais des gens en Savoie qui ont des véhicules légers normal, des VM. Je connais des gens qui le font avec des Zoé, avec des Nissan Leaf, qui le font bien sûr avec des Tesla, qui le font avec des Kia, sans aucun problème. Car ce sont des véhicules qui aujourd'hui ont des autonomies de plus de 300 km. Alors même en Savoie où ça monte et que ça descend, vous n'avez pas de ces problèmes-là. Les vrais problèmes que vous avez, c'est quand vous avez des gens qui font de l'itinérance avec des trajets où ils sont obligés de s'arrêter, où vous allez dépasser, on va dire, l'autonomie normale du véhicule, où là, il va falloir faire attention au réseau de recharge, savoir s'il est assez dense et s'il ne va pas, encore une fois, et le but c'est ça, il ne va pas pénaliser votre personne ou rajouter des contraintes. Voilà, c'est tout ce qu'il faut regarder. Mais on est prêt à vous aider à faire votre étude, si vous voulez. Une autre question? Pour les ADMR, ça dépend de la taille de votre ADMR, encore une fois, et d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on parle effectivement d'un quota de 100 véhicules, oui, c'est ça, de 100 véhicules, mais il faut aussi regarder aujourd'hui fiscalement comment est-ce que vous pouvez jouer et réintégrer l'ensemble de ces véhicules, comme on l'a vu dans tout le volet fiscal, dans tout le côté fiscal de vos véhicules. Et oui, si le quota, je vois que M. de Concan a répondu que non, il n'y a pas de quota pour les ADMR, et je lui fais confiance, étant donné qu'il y connaît très très bien.
Mais quand même, vous avez quand même tout ce qui est réintégration fiscale qui est quand même très, très avantageuse et euh, il est pas euh, incongru de regarder autour de ça, car ça vous fait quand même de l'argent à défiscaliser en plus. Madame mon voisin, prix 33, je ne comprends pas trop votre question. Le prix de la voiture, je pense, 33 000 euros et la batterie, 16 600. Ben, vous allez pouvoir, si c'est une voiture électrique, vous allez pouvoir amortir. Euh, il faut avoir le prix de la voiture hors batterie, d'accord? Parce que dans les 30 000 euros, on est d'accord que c'est le prix de la voiture hors batterie, plus avoir sur votre facture, comme je disais tout à l'heure, le prix de la batterie. C'est-à-dire que si votre voiture, là, est-ce que c'est une voiture à 33 000 euros, dont la batterie, ou est-ce que c'est 33 000 euros plus la batterie? Mais grosso modo, vous allez pouvoir déduire 33 000 euros, 30 000 euros de déduction fiscale, plus pouvoir amortir dans les amortissements non déductibles vos 16 000 euros, plus la TVA qui est liée à votre batterie sans aucun problème. Bravo. Voilà. Je pense que ces notions de quotas, on est aujourd'hui sur certains quotas qui disent renouvellement pour les entreprises de plus de 100 véhicules. On voit que la loi LOM a évolué depuis le fait qu'elle, sa promulgation, elle évolue en termes de quotas. Donc, il n'est pas interdit de penser aussi que la loi climat donc, et résilience va évoluer par rapport à ces nombres de véhicules dans une flotte et de se dire que peut-être dans quelques années, on ne sera pas à une flotte de 100 véhicules, mais à une flotte de 50 véhicules légers. Et ainsi de suite. Ces éléments-là, on ne les connaît pas aujourd'hui sur l'obligation d'un nombre de véhicules. Ensuite, je pense qu'il faut regarder quelque chose de plus poussé, comme disait Laurent, sur aussi l'avantage d'avoir un véhicule électrique. Dans pas mal de cas de figure, on se rend compte que les gens qui conduisent au quotidien une voiture électrique, moi j'ai l'exemple d'un SIAD, pour ceux qui connaissent les SIAD, donc service de soins à domicile, où les intervenantes, parce que ce sont souvent des femmes, roulaient en véhicule diesel, puisque c'était l'habitude et passaient faire le plein régulièrement. Quand on a réfléchi au passage en véhicule électrique, leur expliquant que simplement elles avaient besoin le soir, quand elles rentraient au parking, de brancher la voiture pour le lendemain matin, la débrancher et repartir avec, et elles n'iraient plus jamais faire le plein, et les autonomies étaient largement suffisantes pour les trajets réalisés. Le côté pratique avait son intérêt pour elle sur le fait de dire je ne vais plus m'embêter à aller faire le plein quand j'ai fini ma journée ou ce type de choses. On a aussi cet avantage-là. Je vous ai mis à l'écran en partage juste pour voir les choses effectivement. Je vais le grossir un petit peu, pardon. On trouve cet élément-là sur notre site. C'est un outil de calcul très simple des économies que l'on peut faire avec une formation à l'éco-conduite à ce jour sur moteur thermique. Il suffit de saisir le nombre de véhicules, le kilométrage moyen parcouru, et vous avez ici le calcul en automatique des économies réalisables à l'année. On prend en compte la consommation et les notions d'entretien, c'est-à-dire usure des pneus et des plaquettes de frein, principalement. Vous avez ce simulateur pour la partie véhicule léger et vous l'avez aussi pour la partie poids lourd. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et au cas où ce soit passé à côté, mais ce qu'on vous a présenté aujourd'hui au niveau des nouvelles fiscalités,
C'est applicable bien sûr sur l'achat des véhicules, mais aussi si vous les louez en LLD. D'accord. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des personnes de la société Arval qui sont avec nous. N'hésitez pas à faire appel à eux ou d'autres personnes comme des confrères à eux. Ils sauront vous aider aussi autour de tout ça. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vois qu'il n'y a plus de questions qui viennent. On vous remercie pour votre participation. Ce webinaire sera disponible en replay sous quelques minutes, je crois. Et de toute façon, vous recevrez un lien par mail pour le télécharger. Et il sera aussi téléchargeable sur notre site d'ici quelques jours. Et n'hésitez pas à nous écrire par mail si vous avez des questions. On se fera un plaisir de vous aider et d'y répondre. Merci à tous. Bon appétit. Bon week-end puisqu'on est vendredi. Et puis, bonne fin de journée. Au revoir. Allez, au revoir.